Ils ont hyper répété. When the night. Pardon. Je suis en train de lire. J'adore. Excusez-moi. C'est horrible. Et puis, ils ont pas Ils ont hyper d'accessoires. répété. Ils sortent des trucs. Tiens ton chapeau, Vincent. Clac. C'est un spectacle qui est d'après Richard III. C'est pas du tout Richard III. C'est vraiment le point de départ. Et donc du coup, oui, si les gens viennent voir Richard III de Shakespeare, ils vont être un peu déçus, je pense. Donc c'est bien de prévenir. En tout cas, c'est ce qu'on disait en fait quand on part dans un spectacle, on a des instincts et puis après les choses, elles mutent de répétition en répétition avec les propositions des uns des autres. C'est vrai que c'est comme un voyage en fait, faire un spectacle. C'est vrai que je suis pas un metteur en scène. Enfin, j'ai jamais vraiment fait ça dans ma vie. C'est-à-dire prendre un texte et comme une sorte comment ça, comme quelque chose à préserver absolument quoi. Petit à petit, on en arrive là parce qu'en fait, le spectacle qu'on appelle ça, se gèle sur des choses qui nous plaisent, mais c'est vraiment un point de départ. Mais je tiens aussi à rajouter que Shakespeare a écrit entre guillemets d'une manière originelle que deux pièces lui-même. Hein. C'est-à-dire que souvent, nous, aujourd'hui, on regarde, on se dit, tiens, il fait un spectacle inspiré de Shakespeare ou de Molière. Enfin, c'est des grands auteurs, mais eux-mêmes ont toujours fait cette chose-là, en fait. C'est-à-dire récupérer des histoires. Par exemple, Don Juan de Molière, c'était une histoire qui existait en Italie. Tartuffe venait de se faire interdire. Il devait trouver une histoire qu'il pouvait écrire rapidement, d'une manière efficace, pour donner du travail à son équipe. Enfin, pour pas être à la rue. Et il a écrit, je crois, Don Juan, du coup, Don Juan en 2 semaines, mais c'est d'après Don Juan, en fait. Et ça a fait Don Juan. Et d'ailleurs, cette pièce a été interdite au bout de 10-11 jours, je crois. C'est bon à savoir. Parce qu'en fait, ça a été une sorte de bide et de scandale énorme. Sauf qu'elle est restée. Je tiens à le dire sous. Tous les trois, donc c'est-à-dire le régisseur, le metteur en scène et une actrice, quelles étaient les intentions? Puis c'est un spectacle, on voit bien qu'il a été écrit à plusieurs niveaux d'écriture et à plusieurs strates. Donc quelles étaient les intentions premières qui étaient déjà là dès le départ, qui étaient posées et qui étaient, on va dire, le cadre qui était là, tel que vous l'aviez dans la tête et tel que on vous l'a posé, et qu'est-ce qui était à l'inverse, ouvert et constructible au fur et à mesure de l'écriture. Est-ce que je peux juste, avant qu'il réponde, ajouter, parce que Moustache, c'est régisseur général. Enfin, je le dis parce que faut expliquer peut-être un tout petit peu. Donc le régisseur général, c'est au théâtre, c'est la personne qui conceptualise l'espace et comment expliquer, c'est le lien entre l'artiste et la technique qui est au centre un peu de la faisabilité du spectacle. Clairement. Alors, et donc, pour revenir à ma question, qu'est-ce qui a été posé dès le départ et qui était vraiment le cadre dans lequel il fallait s'insérer, et qu'est-ce qui était libre et sur lequel vous pouviez faire recours à votre créativité Tout était assez libre. On n'est pas parti avec un point de départ très précis. On s'est retrouvés tous en salle de répétition et même toi, tu nous avais rien dit en amont de particulier. On n'avait pas de consignes. On n'avait pas dû particulièrement préparer certaines choses. On s'est d'abord retrouvés tous ensemble dans une salle de répétition. On s'est mis à improviser et puis là, on a vu les choses qui sont arrivées à partir du texte, de Shakespeare et de Richard III, mais aussi très vite à partir d'autres situations, d'autres textes. Donc il y avait de la liberté très vite. En fait, il y avait pas de point de départ obligé, on va dire. Et puis après, assez rapidement est venu au premier plan la famille, est venu le rapport entre ces personnages qui s'est fait petit à petit. Mais en tout cas, dès le départ, il n'y avait pas d'injonction. Enfin, on a un peu cherché où est-ce qu'on allait aller tous ensemble. Et justement, je vais prolonger un peu cette question-là. Où est-ce que la pièce devait aller dans vos intentions et jusqu'où est-elle allée, selon vous? Quand on commence à répéter une pièce comme Richard III, on sait que ça va forcément être un peu fou, surtout en sachant que
si Vincent avait décidé de travailler autour de ça, c'est qu'il avait forcément des choses qui le touchaient dans ce parcours-là. Donc on savait que ça allait être fou, mais on a découvert nous-mêmes en le faisant, je crois. Et Mais même moi, toi. moi, hein. c'est intéressant la question parce que c'est une sorte j'ai pas le mot, mais c'est antinomique avec mon travail parce que je crois que la première chose que je dis aux acteurs, en tout cas quand je travaille, je sais pas si je l'ai dit cette fois-ci, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de point d'arrivée. Donc, moi-même, j'ai été acteur pour plein de spectacles où on a un peu la sensation on a un point de départ, un point d'arrivée. Et moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Toujours prôné à chaque fois, il n'y a pas de finalité même qu'on va chercher. En effet, ouais. Et on l'a tous ressenti, je trouve. Qu'il n'y avait pas de point final à aller jusque-là, quoi. C'est une continuité, c'est un organe qui est étiré tout le long. Le spectacle continue à changer tout le temps. Ouais, c'est en pleine évolution et ça se construit, ça se nourrit à chaque fois. Déconstruire Shakespeare pour proposer des allers-retours avec notre époque, parler d'Angleterre, est-ce que tout ça c'était finalement un but caché de parler d'aujourd'hui finalement et peut-être même de demain? Une question qu'on peut se poser aussi avec le titre, c'est-à-dire... C'est pas du tout un but caché, enfin, j'espère que le spectacle parle d'aujourd'hui quand même. C'est vrai que c'est peut-être caché derrière Richard III, enfin l'idée de Richard III en fait, de la figure de Richard III, mais j'ai fait exprès qu'il y a un titre qui soit pas Richard III, qui est avant la terreur. Donc non, j'espère que ça a un peu d'écho et que ça a un peu d'écho pour tout le monde. Comment vous composez votre équilibre entre la volonté de suivre un fil assez tenu, mais aussi de proposer une narration qui soit la plus libre possible et qui s'autorise vraiment des sorties de route à 360 degrés à tout moment? Comment vous tenez cet équilibre? À tout niveau aussi. Hein. Ce qui est tenu, c'est la pensée, en fait. C'est ce dont tu nous parles tout le temps. À savoir, c'est la pensée, et c'est penser ce qu'on est en train de raconter. Si ça, c'est tenu, après, la liberté et tout ce qu'il y a autour, c'est très grand et immense, en fait. C'est ça qui est important, surtout. Il faut bien dire qu'on n'a pas monté Richard III de Shakespeare. Hein. C'est comme vous le dites, c'est comme Ubu-Roi, c'est aussi différent. Enfin, c'est très différent du vrai Richard III. Donc la question, elle se pose pas dans ces termes-là, je pense, parce que on est assez libre sur cette chose-là. Donc on sent pas qu'on fait une sortie de route en parlant de quelque chose d'hyper actuel. Et puis après, en fait, en tout cas dans le travail de répétition, quand on travaillait, on a fait la généalogie et je me disais, tiens, en fait, on n'a pas fait dans le spectacle, mais c'était assez marrant. Et on se rendait compte que, en tout cas, dans les rois anglais, ils vivaient des tragédies qui étaient une sorte de répercussion de leur arrière-grand-père ou de leur arrière-arrière-grand-père. Et en fait, le fait de faire ça, on se rend compte qu'on n'est pas très loin, en fait. On a tout le temps l'impression que 1400, 1500, c'était il y a longtemps. Et en faisant ça, on se rendait compte du nombre de générations et on se rend compte que c'est pas non plus si loin que ça. Quelque part, l'idée de faire Richard III ou de faire entre guillemets une pièce de Shakespeare, qui est une pièce de guerre de Shakespeare, c'était l'idée aussi de creuser dans les fondements de l'Occident, pour moi. Peut-être c'est ça qui est un peu caché, mais d'essayer de comprendre le poison qu'il y a. Et c'est vrai que dans la pièce, il y a beaucoup de choses qui ont été des poisons, je pense, pour nous. Et on s'est vachement interrogé, on répète, même sur les Diane, sur la mer, tu vois, sur la place par exemple des femmes dans Richard III, c'était pas facile, je pense. Je sais pas. Une petite question sur la mise en condition, ce qui se passe avant que le spectacle ne démarre, qui est peut-être la scène inaugurale, on va dire, c'est-à-dire cet mélange d'ambiance sonore qui mélange de la musique pop avec des dialogues. Est-ce que vous vouliez clairement conditionner, donner un aperçu de ce qu'on allait voir? Comment vous l'avez pensé cette introduction? C'est d'ailleurs le son et la vidéo qui est faite sont des résidus on aurait pu faire même un spectacle là-dessus. On pourrait faire, on rigolait avec Chef, on pourrait faire un spectacle presque pour les écoles sur tous les rois d'Angleterre. Tous les rois d'Angleterre. Et c'est pour faire, c'est sûr l'idée c'est de faire rentrer le public dans quelque chose qui va arriver. Et après de remettre aussi les idées au clair du public. Des fois,
pas sur ce spectacle-là, mais tu sais, les premiers spectacles que je faisais, par exemple, le Idiot, il y avait au bout de 2 minutes 50 personnes qui partaient, ce que je trouvais plutôt positif, parce que je me disais, bon, bah, au moins, ils partent très vite. Ouais. Et ouais, voilà, ouais. Et non, mais. Le reste est là. Ouais, Mais bon, c'est parti. On y va. Donc là, il y a des gens qui persistent à rester quand même un peu. Ça nous était. Non, mais je rigole avec ça, mais c'est aussi une manière de faire rentrer les gens, de leur donner une grille de lecture de ce que ça va être le spectacle. Comme ça, ils savent très vite où ils sont, et nous-mêmes, on sait très vite. Ça conditionne un peu, ouais. Le dialogue qu'il peut y avoir entre la pièce et les spectateurs, et on peut même parler d'immersion. Vous vouliez du coup plutôt lui raconter une histoire, le faire interagir au présent, l'immerger dans votre histoire pour qu'il vraiment prenne conscience qu'on s'adresse à lui et voire même qu'on parle de lui. De toute façon, toi, tu as un rapport à la représentation théâtrale qui est dans cet esprit-là, à savoir quelque chose de vrai qui est en train de se passer, de très intense, où le spectateur participe à ça de manière très forte. Hier, il y avait un jeune spectateur qui m'a dit c'est fou, j'avais envie de rester debout pendant toute la représentation. C'est ce mouvement-là aussi qu'on retrouvait, qui est presque le mouvement archaïque de la représentation théâtrale. Donc ça, c'est sûr, ils font partie de nous, ils sont avec nous, avec, contre, enfin, en tout cas, ils sont une vraie partie prenante dans le spectacle, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est une de tes volontés, enfin que ça existe en tout cas. Et aussi, j'aime bien l'idée que le spectateur soit divisé en lui-même. C'est vrai que, en fait, l'histoire, enfin la façon d'avoir, enfin en tout cas la conception occidentale de l'histoire, pardon de dire ça, mais parce que c'est vraiment occidental, c'est en fait le pacte de lecture d'une histoire est toujours avec le héros, et on suit toujours le héros d'une manière, je veux dire, je sais pas comment expliquer, avec une forme d'empathie, que ce soit un monstre ou pas, quoi. Qu'on regarde le Joker ou qu'on regarde Batman, pour dire un truc un peu large, on est avec le Joker, on est avec Batman. Ça, c'est la façon la plus répandue, en tout cas, de raconter des histoires, et ça depuis très longtemps, avant même Hollywood. C'est vrai que moi j'aime bien en fait que le théâtre puisse diviser le spectateur, et ça c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est une pensée plus une autre pensée plus une autre pensée qui s'ajoute, et le public il regarde ça. Par exemple, Sophia, elle arrive, Elisabeth, un personnage arrive, dit quelque chose, elle dit je pense ça, vous allez voir, il va se passer ça, et toi t'interromps. Donc la mère interrompt et dit non, je suis pas d'accord, tout ça c'est des conneries, moi je pense ça. Et du coup, la pensée critique, elle commence à être bougée dans le spectacle. L'idée, elle n'est pas de mettre un message clair, elle est de diviser le public en lui-même et qui se pose une question pour moi. C'est plutôt, si on veut être un peu intello, c'est plutôt grec comme façon de raconter une histoire. Et pas du tout shakespearienne d'ailleurs. Parce que l'idée élisabéthaine, c'est justement qu'on suit Hamlet, on suit Richard III, on suit Macbeth. Là, c'est des ajouts de pensée qui se confrontent. Ouais. Et le public, il est considéré comme le coryphée, comme le cœur en fait. Est-ce que c'est une pièce sur la peur, les comportements régis par la peur, la terreur? C'est une pièce sur la... Non, pour moi, c'est une pièce sur la bêtise, notre bêtise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plus que sur la peur. Vous exploitez différentes formes de mise à mort, le terrorisme, l'euthanasie, le vote. C'est un peu aussi dans le texte, la volonté de... Est-ce qu'il y avait derrière ça la volonté de filer une métaphore encore avec notre époque, et où l'ambition aujourd'hui, elle est absolument partout. Des Richard III, il y en a un peu partout quelque part. Déjà, il n'y a pas d'euthanasie dans le spectacle. C'est une mise à mort, on va dire, avec des produits létals qui existent aux États-Unis. Mais varier les plaisirs. Oui, en fait, de toute façon, c'est une pièce. L'histoire de la pièce, et même il y a beaucoup moins de morts que dans le texte original. Parce que dans le texte original, on a même coupé des exécutions parce que c'était dur à mettre en scène et dur à vivre. Ouais, c'était dur à trouver. Et c'était laborieux à regarder aussi au bout d'un moment. Lourd. Ouais. Mais là, on en a enlevé au moins 3-4. Hein. Mais il en reste encore, en effet. Elles sont variées. Mais par contre, je tiens à dire quelque chose. L'idée de la mort et de l'exécution, elle existe partout dans le monde. Elle s'est jamais arrêtée. L'idée de la guerre, elle s'est jamais arrêtée. C'est juste une question de point de vue.
en fait, notre point de vue à nous en France, c'est qu'on en est préservé et on a organisé les choses structurellement pour être éloigné de la barbarie, et tant mieux, et le plus longtemps possible, ça sera le mieux. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là sont du passé, en fait. Et en fait, quand on montre quelque chose comme Shakespeare, on se rend compte que ce qu'on peut appeler la barbarie, des fois moyenâgeuse ou élisabéthaine, elle est encore là dans beaucoup d'endroits, et que ça traverse. Voilà. Le geste politique qu'il peut y avoir à travers cette pièce, on peut dire qu'elle condamne, enfin, peut-être pas qu'elle condamne, mais elle traite avec ironie le fascisme et la bêtise, et vous utilisez beaucoup d'ironie. J'espère que c'est pas cynique. Je pense qu'en fait on rigole avec ça parce qu'on se sent nous-mêmes dépassés par des choses, en tout cas. Je pense pas que le spectacle soit... regarde les gens d'en haut, en fait. Enfin, j'espère pas, en tout cas. J'ai l'impression que le spectacle raconte un moment de notre vie et du monde où on est tous pris en otage par une forme de vitesse et d'évolution rapide et qui font qu'on a du mal à lire, ou en tout cas que j'ai du mal à lire ce qui se passe et ce qui arrive, où j'ai pas le temps de comprendre le monde, que le monde a déjà changé. Et je pense que cette rapidité-là, ce manque de temps pour digérer ce qui nous arrive, enfin pour moi, on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas moi je parle, moi mon avis, c'est que j'ai pas le temps de digérer ce qui se passe, et même de digérer le potentiel de l'avenir. Et ce qui fait très peur, c'est que quand une civilisation en arrive à ce point, en général, c'est mauvais signe, ça crée beaucoup de violence, et c'est le cas, et de peur, en effet. Dans les références que vous pouviez avoir, est-ce que... Moi j'ai pensé à un film, j'ai pensé à Network notamment. Dans le spectacle, non, je vois pas vraiment le rapport, mais par contre c'est marrant parce que j'ai voulu monter Network au théâtre. C'était un projet que j'avais à un moment donné, parce que je trouve que c'est un film génial. En effet, il y a une question qui est géniale dans ce film-là, et même sur l'artiste, le fait de dire la vérité, il se fait emprisonner dans cette forme de vérité. Mais quelque part, c'est la situation d'Hamlet aussi, par exemple. C'est-à-dire le fait de dire la vérité, c'est pas toujours pour le mieux, et on peut se faire enfermer par aussi la volonté de vérité. Donc la pièce de Network, elle est pas la pièce, le film de Network est super. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu. C'est super. C'est vrai que c'est un film super intéressant. Mais Lumet, j'aime beaucoup tous les films de Lumet, et c'est vrai que les questions de Lumet dans tous les films sont très proches finalement des questions qu'on aborde. Par exemple, le film avec Andy Garcia là. Je crois que c'est une ombre sur... Attends, l'ombre... un truc que j'ai plus, mais c'est l'histoire par exemple d'un avocat qui veut devenir un grand avocat, et son père est pauvre, et c'est genre un petit flic, enfin un chef de brigade, mais dans une banlieue new-yorkaise, et il se fait tirer dessus par un grand dealer, par un des parrains. Il y a un procès qui se passe, et le parrain dit bah moi j'avoue, je suis vraiment un dealer et je suis un connard, je vais être condamné. Mais par contre, il accuse ce petit flic d'être son bras droit, plus ou moins, quoi. Et je sais pas si vous avez vu ce film, qui est hyper intéressant. Et son fils dit bah, je vais te défendre, papa. Le père est vraiment mourant, et il le défend hyper bien. C'est un film de procès qui est super bien mené. Et au bout d'un moment, il gagne. Et du coup, il devient un peu genre chic comme avocat. Et il va dans des clubs à New York de gens riches, etc. Tu vois, il fait une sorte d'échelle. Et il tombe sur l'avocat qui défendait le parrain, qui est un grand avocat lui-même. Et le mec lui dit bah bravo et tout ça, t'as fait un boulot génial. T'es vraiment un génie, quoi, parce que ton père, c'est vraiment le parrain de la mafia, en fait. Enfin, il gère vraiment la mafia. Et il lui dit ah bon? Il dit bah tu sais pas. Et il s'en va. Et après, la deuxième partie du film, il cherche à comprendre si son père est coupable ou pas. Bon voilà, et du coup en faisant ça, comme dans Hamlet,
il produit en fait des suicides, il produit beaucoup de choses qui sont très négatives aussi. Et la question du bien et du mal et de la recherche de vérité dans l'Oumet, elle est vraiment hyper importante. Et c'est vrai qu'elle est pas loin des questions que ce soit dans Je suis un pays ou dans Richard III. Ça n'a rien à voir avec Richard III, tout ça, mais je sais pas si vous me parlez de l'Oumet. Je reviens sur la mise en scène. La gestion de l'espace, elle est importante dans la mise en scène. Comment vous l'avez travaillé et notamment d'un point de vue répétition, comment vous avez trouvé vos repères avec cet espace qui est utilisé dans toutes ces dimensions? C'est pour toi ça. Non, vas-y. C'est toi qui as mis en scène. C'est comment tu as utilisé l'espace, qui est très grand et qui était déjà là depuis le début. Comment on a utilisé l'espace déjà, on a eu un mois, on a eu la chance d'avoir un mois dans le décor entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte sur ce spectacle-là, en fait, bizarrement, ce que je pensais pas, c'est que je pensais qu'on pourrait répéter plus dans les salles de répète et venir un peu dans la salle pour répéter au début des répétitions, et on s'est rendu compte que ce qu'on faisait dans la salle de répète avait de la valeur imaginaire, mais n'a pas de vraie valeur spatiale. Donc Il fallait être dans l'espace, en effet, pour pouvoir continuer à avancer et créer ce projet. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans tous mes spectacles. Donc c'était assez étrange parce que alors que le décor c'est une forme de non-décor parce que c'est une boîte, mais C'est ça qui est assez contradictoire. Ouais. Mais en même temps, justement, tellement linéaire et tellement, on peut dire, un peu classique. Du coup, un besoin de s'approprier cet espace qu'on peut pas retrouver dans une salle de répète. Et après Non, vas-y. Non, je te laisse. Vas-y. Non, vas-y. Non, parce que et l'autre truc qu'on s'est rendu compte aussi, par exemple à Douai, en fait, je pense qu'on s'est pas rendu compte d'une manière intellectuelle, mais on répète, c'est que dans la salle de Bobigny, quand on répétait le spectacle, cette boîte, c'est pas la boîte où on joue. En fait, on joue un peu en dehors du décor. Et en fait, le décor est comme une sorte de chose vivante. Et quand on n'a pas cette avant-scène, on n'est pas complètement dans le spectacle. Et je pense que c'est une manière un peu bizarre. On répète, par exemple dans Je suis un pays, on répétait, on était tout le temps dans le décor, en fait, dans notre imaginaire. Alors que là, en fait, il y a le décor et la salle avec les spectateurs. Et ça, je pense moi, je m'en suis rendu compte d'une manière un peu intellectuelle, c'est précise, en voyant Douai, quoi. Ouais, en voyant Douai, c'est une des dates. C'est la première date de tournée qu'on a fait où on a eu une adaptation du décor encore différente de ce qu'on avait à la création. Et c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que la notion d'espace entre ces trois espaces différents, le plateau, cette avancée de scène dont parle Vincent, qui est un peu le cœur, l'endroit phare du spectacle, et la partie publique. Et c'est vrai que la différence, elle est très importante. Ouais. Et sur la partie décor, alors on est sur des décors qui ont été pensés pour être un peu crasseux, un peu avec, on va retrouver des poubelles, des caddies, un petit peu industriels, des tags, des murs tagués, on appelle à LED. Comment vous l'avez pensé ce décor? À la base, il était tout blanc. C'était plutôt un décor blanc. Il est resté blanc assez longtemps et il a basculé d'un coup. Mais, En une demi-heure. Oui, c'est ça, 35 minutes, je crois. Mais, Et du coup, les répétitions se sont faites un peu aussi dans ces conditions de décor parce que les conditions changent si on met le décor ou si on le met pas. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu ces conditions qu'on retrouve les matières, les textures, les peintures. On a travaillé assez longtemps dans des choses assez lisses. Et on est arrivé quand même assez tard parce que ça met la mise en place de toutes ces matières et effets empiète beaucoup du coup sur le temps de répétition. Donc on a repoussé un peu ces temps-là pour
pour mettre en place toutes ces choses, mais c'est vrai que ça donnait une mesure complètement différente. Tout de suite d'avoir un environnement aussi fort et présent que ce qu'il y a aujourd'hui au plateau. Alors je pense après à des petites choses un petit peu techniques, sans dévoiler le spectacle. Il y a des scènes où les accessoires ou le décor vont clairement influencer sur la manière dont on va devoir jouer. Ce que disait Moustache, c'est que déjà on a la matière en tant que matière, on l'a pas eu plein de fois. On a répété des fois avec des monstres, quoi, des monstres, des choses déjà un peu visuelles pour voir déjà le volume. Ce qu'on appelle des monstres, je sais pas si c'est comment décrire l'idée du monstre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble mais qui n'est un leurre, plutôt. Et puis voilà, c'est comme les répétitions, comme pour le texte, de répète en répète, d'essai en essai, des choses se passent, et puis des choses bien, des choses moins bien, et des accidents. Quelquefois, c'est l'accident qu'on va aimer plutôt que la recherche, en fait. On va créer un effet, et Vincent travaille avec beaucoup d'effets et de matière, et quand on les présente, quelquefois, en fait, il se passe quelque chose qui est un peu différent, et c'est ça qu'on va plutôt aimer. Donc c'est ça qui est assez intéressant aussi dans ce travail des matières, mais qu'on n'a pas tout le temps, tous les jours pour pouvoir travailler, quoi, qui me demande une mise en place. Après, par exemple, pour cet effet-là, ce liquide-là, entre guillemets, c'était une recherche un peu longue de Lucie, qui fait les accessoires, les accessoires au sens large du terme, quoi. C'est-à-dire que Oui. par exemple, la matière, c'est des accessoires, entre guillemets. Et c'était une recherche assez longue, je crois, parce qu'il fallait que la matière, ça soit pas de la peinture, parce que les acteurs, ils peuvent être, comment on appelle ça, allergiques à la peinture. Et puis ça peut teinter la peau, ça peut être... donc il y a toute une recherche vraiment de composition de matière pour que ça soit durable, travaillable avec les... Pas toxiques. Ouais, notamment cette matière-là qui est très... on a vraiment cherché longtemps, en tout cas Lucie a vraiment travaillé sur cette matière pendant pas mal de temps. Ouais. Toujours sur la mise en scène, le jeu avec les écrans, il était là dès le départ, il est venu en cours de route, et quelle fonction vous imaginiez quand vous avez commencé à mettre en place ces écrans? C'est compliqué parce que c'est toujours la même question. Elle est compliquée toujours parce que au début, je rêvais plutôt d'avoir beaucoup de plein d'écrans partout, mais des petits écrans. Mais en fait, ça c'est des choses comme ça qui c'est l'histoire des répétitions en fait, parce que petit à petit, comme on avait accès à avoir une télé, la télé de Bobigny, du hall de Bobigny qu'on a récupéré comme l'heure entre guillemets, voilà. Du coup, on s'est un peu habitué avec cette télé, donc du coup, on a trouvé des choses avec cette télé-là, et on a commencé à inventer des choses. Ce que je peux dire sur la télévision, c'est au début, on voulait la sous-percher, enfin pas la sous-percher, mais la suspendre, par exemple. C'était très beau, mais c'était pas le spectacle, donc j'avais plein de problèmes avec ce que racontait. Ce que racontent les objets, donc ça disons que c'est le travail des répétitions, et des fois le rêve ne colle pas avec ce qu'on veut, et on doit trouver comment on met les choses et comment on les invente, quoi. Je sais pas en résumé. Quelques mots sur les choix musicaux. Univers un peu pop, Sinéad O'Connor, Stan Bailey, puis mélangé avec des morceaux un peu plus hardcore, j'ai envie de dire. Comment vous l'avez pensé aussi, ça? C'est quoi les morceaux hardcore? L'électro, quoi. L'électro hardcore. Pony Hawk, c'est une musique que j'avais qui était la fin du générique de Pour le réconfort. Et je sais pas, ça se passe en répète, c'est-à-dire qu'on met plein de musique. Moi, je mets plein de musique déjà en répétition. Et puis petit à petit, des choses qui se figent. Et puis pendant très longtemps, il n'y avait pas de musique du tout, finalement, quand on jouait. Et après, quand Loïc, j'ai demandé de rajouter des musiques, il a un peu comme au cinéma, finalement, avec plein de matières. Il a proposé aussi des musiques. Et d'ailleurs, il y a plein de musiques qu'on mettait comme ça, des fois, on répète.
mais qu'il a re-architecturé. Voilà. À ce moment-là, Pour parler de cinéma, du coup, j'ai posé 2 questions en une. Comment vous voyez la différence sur votre travail, parce que vous êtes ouvert à faire du cinéma, évidemment, que ce soit dans la direction d'acteur, que ce soit dans la façon de jouer, dans la façon de mettre en scène. Comment vous faites correspondre les deux arts, le théâtre et le cinéma, ensemble? C'est éloigné et pas éloigné en même temps. Ça reste du jeu et de la pensée. Et des fois, quand on travaille au plateau, on parle de jeu cinéma, puis des fois, on parle de jeu. Enfin, oui, c'est pas si éloigné en fait. Ça l'est forcément dans des questions de niveau et de graduation, mais dans la pensée, en tout cas, moi je trouve que là, on travaille à peu près de la même manière, en tout cas dans une pensée claire et. Après le cinéma, quand t'es acteur, quand on filme des acteurs au cinéma, il n'y a pas le. En fait, un acteur, il a avec lui et en sa position le rythme du spectacle. Qu'on le veuille ou non, et quoi qu'on fasse, ce sera l'acteur qui aura le rythme du spectacle. Et du coup, d'où l'éternel travail aussi de bien qu'on se comprenne sur le rythme, parce qu'il y a des incidences. Au cinéma, quelque part, on peut filmer et recréer le rythme. Donc ça, c'est pour moi la grosse différence quand même. Pour le jeu au cinéma et au théâtre. Et au cinéma quand même, là vous jouez comme au cinéma, mais je veux dire que l'endroit de ce que vous êtes, par exemple, tu vois, pendant très longtemps, il y avait la scène de la fin du spectacle qui était super belle, qui était filmée, qui était vraiment belle, et qui permettait d'aller chercher des choses de jeu, de Candice et de Pascal, qui sont plutôt de l'ordre du cinéma, donc de l'intime, des regards, etc. On n'a pas enlevé la scène, mais on l'a fait différemment parce que ça faisait un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois, de faire cette chose-là. Mais des fois, je regrette un peu. Tu vois, des fois, je me dis, est-ce que faudrait pas te suivre d'en haut et faire moitié. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc que je regrette un peu, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que la caméra et les micros peuvent permettre d'aller chercher des choses autres, je trouve. Après, le théâtre, en fait, le théâtre, c'est quelque chose qui demande à tout le monde de se mettre au diapason pour un moment donné X, qui est la représentation. Et donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes problématiques, parce qu'au cinéma, on a des problématiques très. Comment on appelle ça? Non, mais ouais, mais enfin, chaque corps de métier est très. Tu sais. chacun à sa place. Bah ouais, le cinéma, les gens sont, j'ai pas le mot, mais tu sais, sont très, j'allais dire segmentés, c'est pas segmenté, mais tu vois, il y a des murs entre chaque chose. Ça veut dire, il y a l'écriture, le tournage, le montage, le mixage, l'étalonnage, et en fait, chaque chose est très séparée les unes des autres. C'est des étapes très définies. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est des étapes très définies. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux parce que. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait quand même à ma manière 3 petits films, et depuis que j'ai fait des films, j'ai une tendance, ça a changé mon rapport au théâtre et mon rapport au travail, c'est-à-dire que quand on répète, finalement, on produit beaucoup de matière, et au bout d'un moment, je me mets à monter cette matière comme je peux monter un film. Et peut-être la dernière question, est-ce que vous vous sentez plus libre du coup au théâtre qu'au cinéma? Est-ce que par exemple Avant la Terreur, Richard III aurait pu exister au cinéma? En termes de production, non. Très clairement, parce que je veux dire, en tout cas pas en France, mais en termes de production, je parle. Parce que le cinéma aurait du mal pour l'instant, je pense pas qu'il aurait beaucoup de facilité à produire un film aussi noir et aussi dur. Il y aurait un problème de production, je pense, de base. Mais qui est plutôt lié au guichet, comme on appelle ça. Alors que le théâtre public permet ça, mais pas le théâtre. Le théâtre public, c'est-à-dire que je sais pas les bons mots, mais pour décrire, mais ceux qui dirigent les théâtres et l'envie et le travail qui a été fait depuis des années dans le théâtre public permet de faire des spectacles comme ça. Du coup, c'est des vraies questions. Après, au cinéma, on peut tout faire aussi.
Après, la liberté du cinéma, en tout cas pour moi, moi j'aime beaucoup le cinéma parce que j'ai fait beaucoup de théâtre avant de faire des films. D'un coup, on se retrouve dehors, on entend les oiseaux, on voit le soleil, on voit le grand air, quoi. Je sais pas comment. Non, On sort de la boîte noire. mais... Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.